Si elle ne revient pas, c'est qu'au bout d'un moment, c'est que quelqu'un l'en empêche ou l'en a empêché. Je ferais plus cette hypothèse-là de la mauvaise rencontre, d'une disparition qui serait plus criminelle. Qu'il lui soit arrivé le pire, que ce soit viol et ou meurtre, vraiment c'est la pire histoire possible. Juillet 2013, Julie Michel disparaît lors de ses vacances. J'ai plus de nouvelles de ma fille depuis 10 jours et c'est pas normal. Pourquoi la jeune femme de 26 ans, qui sillonne la France seule dans sa voiture, ne répond-elle plus à personne? Que lui est-il arrivé? Elle a pris des risques. Moi, jamais je serais partie dormir dans ma voiture. 3 semaines après sa disparition, le véhicule de Julie Michel est enfin retrouvé. Là, je n'ai pas compris. Pourquoi l'Ariège alors qu'on n'a jamais mis les pieds en Ariège? Pourquoi un parapentiste a-t-il précipitamment quitté les lieux après l'arrivée de Julie en Ariège? La gendarmerie a fait ses recherches sur cette personne parce que c'était le coupable idéal. Les gendarmes vont très vite suspecter un agent immobilier de la région. Mais j'ai été vraiment époustouflée de voir le nombre de photos qu'il avait de Julie. C'est totalement surprenant. La famille de Julie Michel découvre avec inquiétude que la jeune femme était sous l'emprise d'une secte. On savait qu'elle était ancrée dans ce qu'on peut appeler la secte d'Enki. Elle avait des genres de rituels entre la prière et la méditation qu'elle voulait faire plusieurs fois par jour. Nous, on attend les dieux. C'est comme ça que ça marche dans le monde d'Enki. Est-il possible que cette secte ait encouragé Julie à disparaître? Julie, elle était complètement sous emprise de cette femme. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Négar Aéri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire non élucidée. Fin juillet 2013, dans sa maison du centre-ville d'Auxerre, Betty Lefebvre est inquiète. Sa fille Julie, âgée de 26 ans, n'est pas rentrée de voyage comme prévu. Julie est partie en vacances rejoindre son ami et des copains à lui à Lacanau. Et donc là, c'était pour passer des vacances au bord de l'océan. Partie seule avec sa voiture, Julie souhaitait ensuite descendre plus au sud. Elle m'avait dit qu'elle partirait vers la côte basque et qu'elle reviendrait à Auxerre vers le 28-29 juillet. L'angoisse de cette mère de famille est d'autant plus importante que sa fille ne donne plus signe de vie depuis plusieurs jours. Le dernier message reçu par Betty Lefebvre remonte au 16 juillet 2013, vers 19h30. Elle me dit j'ai de la joie dans mon cœur, tout va bien, et là je quitte mes amis et je m'en vais vers la côte basque. Dans les jours qui suivent, Betty Lefebvre tente de joindre sa fille à de nombreuses reprises. Je continue à lui envoyer des petits messages, mais vraiment un petit cœur, des bisous. Ça, c'était le 20 juillet. Et pas de réponse. J'ai appelé la gendarmerie d'Auxerre en lui disant j'ai plus de nouvelles de ma fille depuis 10 jours et c'est pas normal. On dit c'est bon, elle est en vacances, elle est majeure, laissez-la tranquille quoi.
Laissez-la respirer. Betty Lefebvre finit par partager son angoisse avec Claire, la petite sœur de Julie. Je suis vraiment très inquiète. Et je comprends pas, tout se chamboule très vite dans ma tête parce que pour moi, Julie devait rentrer absolument pour le mariage de mon cousin. Et Julie, c'est quand même quelqu'un vraiment de parole. Si elle dit qu'elle est là, elle est là. Donc, je me suis vraiment tout de suite alarmée. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas du tout, ça c'est sûr. Ne pouvant plus contenir son inquiétude, Betty Lefebvre décide de se rendre le 1er août 2013 au commissariat d'Auxerre pour signaler la disparition de sa fille. Quand je suis allée faire ma déclaration au commissariat d'Auxerre, ils m'ont dit non, c'est bon, elle est majeure. J'ai dit mais oui, mais c'est pas normal. Et je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et là, comme ils voyaient que je n'allais pas quitter le commissariat, elle a pris ma déposition, mais sans grande conviction. Après tout, c'était une jeune femme en vacances, une mère qui peut-être trop, qui s'inquiétait un peu trop. Donc non, je n'ai pas eu l'impression la sensation d'être vraiment bien entendue. Julie Michel est tout de même enregistrée dans le fichier des personnes recherchées. La plaque d'immatriculation de son véhicule est également diffusée. Les premières recherches permettent d'établir que la voiture de Julie Michel n'a été impliquée dans aucun accident de la route. Il est également vérifié qu'aucun hôpital français n'a admis la jeune femme. Alors où est-elle? Pourquoi ne répond-elle pas aux messages et appels de sa famille? 5 jours passent sans nouvelles jusqu'à ce que son véhicule soit enfin localisé dans un endroit très inattendu. Le 5 août, la voiture de Julie Michel est retrouvée en Ariège, sur le parking du col de l'Hers, à une trentaine de kilomètres de Foix. On a découvert cette voiture et très vite, on s'aperçoit que cette voiture, elle appartient à cette jeune femme portée disparue, dont la maman a signalé la disparition à Auxerre quelques jours plus tôt. La présence de ce véhicule a été signalée aux gendarmes de Saint-Giron le 31 juillet par une vachère. Cette femme est certaine que la voiture est sur ce parking depuis une quinzaine de jours. A été signalée la présence d'une voiture, une voiture suspecte, abandonnée, je ne sais pas comment il faut le dire, au niveau du panneau indicateur du port de l'Hers. Zone très fréquentée par les parapentistes, les randonneurs, les cyclotouristes. Et donc, cette voiture était là depuis plusieurs jours. Ça a mis un petit peu la puce à l'oreille. La voiture de Julie Michel est verrouillée. On n'a pas essayé de briser les vitres ou d'ouvrir les portières, alors qu'à l'intérieur, on voit qu'il y a toutes les affaires de Julie. À la recherche d'indices pouvant expliquer la disparition, les gendarmes fouillent et photographient le véhicule. Et il y avait une multitude de choses. Il y avait les courses qu'elle avait effectuées, son PC portable, son téléphone portable, ses passeports. Donc elle a tout laissé en plan. Comme si elle avait quitté finalement la voiture quelques instants pour aller éventuellement se balader. Il y a des dessins qu'elle a faits, il y a un duvet, il y a un joyeux foutoir, si j'ose dire, parce que ça fait penser un petit peu à un studio ambulant. On voit qu'elle a sûrement dormi dans sa voiture. 220 € en liquide sont découverts dans les affaires de Julie Michel. Les seules choses qu'on ne retrouve pas, ce sont sa carte bancaire et les clés de la voiture.
Betty Lefebvre est immédiatement avertie. J'ai eu un appel de la gendarmerie. La gendarmerie d'Oust, de l'Ariège, en disant qu'ils avaient retrouvé la voiture de Julie sur un parking Port de Lers, avec tout dedans, ses affaires. Donc là, ça a été le choc, grand choc. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est pas normal. La découverte de la voiture de Julie plonge ses proches dans l'incompréhension. Qu'est-elle allée faire en Ariège? Là, j'ai pas compris. Je me dis, mais attends, elle m'a parlé de la côte basque, elle descendait de Bordeaux. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi l'Ariège alors qu'on n'a jamais mis les pieds en Ariège? Donc vraiment, on s'est demandé le pourquoi du comment. Et le fait que sa voiture ait été retrouvée verrouillée, surtout avec toutes ses affaires personnelles, et surtout avec des courses périssables aussi, comme du fromage par exemple, on ne comprend vraiment pas. Il y avait quand même son passeport, sa carte d'identité, son téléphone portable, son ordinateur portable, son appareil photo, du liquide. Donc là, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche et que malheureusement, ça va être une longue affaire. Où se trouve Julie Michel? Comment expliquer sa disparition? Dans l'espoir d'obtenir la réponse à ces questions, Betty Lefebvre diffuse sur les réseaux sociaux un appel à témoins. Je pense à une blague au départ. Je me dis, si c'est une blague, elle est vraiment de mauvais goût. Et puis, je vois les commentaires et je m'aperçois qu'en fait, c'est pas une blague. Et ça, à la fois, enfin, je panique. Alors, je prends mes affaires et je vais chez la maman de Julie. Immédiatement, je me suis inquiétée. Je sais que c'est pas quelqu'un qui cesse de donner des nouvelles ou qui répond pas aux messages. Aurait-elle changé ses plans sans en avertir personne, ni sa famille, ni ses proches? Pourquoi est-elle venue ici? C'est pas un endroit dans lequel on arrive par hasard. Avait-elle un rendez-vous secret? Et pourquoi était-il secret? Et puis enfin, pourquoi n'a-t-elle pas prévenu sa mère, dont elle est si proche? Elle lui téléphone régulièrement. Alors maintenant, les enquêteurs vont devoir s'attacher à établir quel a été le parcours de Julie Michel depuis son départ de Lacanau. La dernière conversation téléphonique que Julie Michel a eue avec sa mère date du 16 juillet. Ensuite, elle ne répond plus à ses SMS. Quelques jours plus tard, Betty Lefebvre décide d'appeler la gendarmerie qui lui répond « Elle est en vacances, elle est majeure, laissez-la tranquille, laissez-la respirer ». C'est tout de même très inquiétant que Julie ne donne plus de nouvelles depuis 10 jours. Betty Lefebvre est très inquiète et la réponse des gendarmes peut paraître un peu légère. Mais c'est vrai qu'elle a communiqué avec eux par téléphone et qu'elle n'a probablement pas su transmettre son inquiétude par ce moyen. Je crois que dans ce genre de situation, il faut mieux se déplacer pour avoir un contact physique avec les enquêteurs, policiers ou gendarmes, ce que fera Betty Lefebvre quelques jours plus tard. Les enquêteurs ont retrouvé le véhicule de Julie Michel, les portières verrouillées. À l'intérieur, un matelas, ses effets personnels, un peu d'argent et des courses alimentaires. Cela donne vraiment l'impression que Julie Michel est sortie de sa voiture volontairement et qu'elle comptait y revenir relativement rapidement. Bien sûr, ça donne cette impression, mais ce n'est pas la seule hypothèse. Je crois qu'il faut séparer la voiture de Julie Michel. La voiture est retrouvée ici, bien sûr,
Mais personne à ce stade de l'enquête n'a vu Julie Michel dans les parages. Donc il y a une autre hypothèse. Il se peut tout à fait que Julie Michel ait été agressée entre Lacanau et ici, et que son agresseur, pour brouiller les pistes, soit venu garer cette voiture sur ce parking. Les investigations vont donc chercher à établir si quelqu'un a vu Julie Michel dans ce secteur et si elle était seule ou accompagnée. Les gendarmes engagent de vastes recherches autour du parking pour tenter de retrouver Julie Michel. Parallèlement, ils multiplient les auditions pour déterminer les circonstances de sa disparition. Il y a urgence à retracer avec précision l'itinéraire de la jeune femme depuis son départ en vacances. Du 13 au 16 juillet, Julie Michel passe quelques jours à Lacanau avec son petit copain et des amis. Elle est partie assez bien, voilà, avec à Lacanau, et puis contente de prendre l'air aussi et de voir autre chose qu'Auxerre. Le 16 juillet, lorsque ses amis quittent Lacanau pour rejoindre Nantes, la jeune femme décide d'aller rendre visite à Marjorie à Toulouse. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de sa part, elle me proposait de passer quelques jours chez moi au passage, puisque j'étais à Toulouse à ce moment-là. Voilà, et malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que je partais à l'étranger au même moment, donc on s'est manqué. Comme Marjorie n'était pas là, elle m'avait dit qu'elle partirait vers la côte basque et qu'elle reviendrait à Auxerre fin juillet. Voilà. Après une escale à Bordeaux, Julie Michel ne prend pourtant pas la direction du Pays basque. On a la trace par un relevé de carte bancaire d'une prise de carburant à Haute-Rive, donc entre Toulouse et l'Ariège. La jeune femme descend ensuite vers Massat, comme l'indique le bornage de son téléphone portable. L'étude de la téléphonie de Julie Michel permet d'établir qu'il est 9h55 le vendredi matin 19 juillet 2013 lorsque son portable cesse d'émettre. Dans son dernier SMS envoyé à une amie, elle écrit « Je ne sais pas par quelle route je remonte, ni si je vais au festoche ce week-end ». Il semblerait donc qu'elle s'apprêtait à reprendre la route et à quitter l'Ariège. Interrogée par les enquêteurs, son amie explique que Julie fait allusion dans son message au festival de musique latine de Poitiers se déroulant pendant ce week-end. Pour le rejoindre, la jeune femme devait parcourir près de 600 km. Que s'est-il passé après ce dernier message? Est-il possible que Julie ait finalement retrouvé quelqu'un? Les gendarmes vont s'intéresser au marché de Massat, évoqué dans un des SMS. Il y a un grand nombre de commerces sur la place de Massat, une petite buvette ou de quoi se restaurer. Et il y a des jeux pour les enfants. Et donc c'est assez festif. Il y a beaucoup de monde qui passe. Beaucoup de monde qui passe. Après, il y a quand même de drôles de personnages. Il y a des gens qui vivent en communauté depuis longtemps. Donc c'est plutôt baba cool. Ça convenait à Julie. Les commerçants sont interrogés. Mais personne ne se souvient avoir vu Julie Michel. Cette jeune fille, elle n'est pas connue ici. Donc c'est pas comme quand vous allez reconnaître quelqu'un. Ah tiens, tu es là. Non, pas du tout. Beaucoup de jeunes femmes peuvent avoir le même type de silhouette. Voilà. Mais là encore,
un point d'interrogation en plus à mettre au dossier. C'est alors qu'un témoignage décisif est porté à la connaissance des enquêteurs. Un parapentiste raconte avoir vu la jeune femme en fin de matinée, le 19 juillet. Elle était garée, le nez de la voiture, vers la montagne. Et je pense qu'elle avait ouvert le haillon arrière et qu'elle était assise sur le rebord de la plateforme arrière de la voiture pour prendre son repas de midi. Elle était en train de manger près de sa voiture entre midi et 2 et elle l'a interpellé pour pour parler du parapente. Mais comme lui, il était pressé, ça a été très très vite un échange furtif. Ce parapentiste apporte une dernière information importante. Il explique que lorsqu'il s'est garé sur le parking en début de matinée, il n'y avait pas d'autres voitures sur le col de l'Hers. Avec le témoignage du parapentiste, si à 10 heures la voiture n'était pas là, ça veut dire qu'elle n'a pas dormi. Pourquoi aurait-elle passé la nuit au port de l'Hers pour repartir et revenir déjeuner? Ça ne tient pas debout. Donc, elle est arrivée apparemment entre 10h30 et midi et demi. Qu'est-il arrivé à Julie Michel après avoir croisé ce parapentiste? Était-elle toujours déterminée à quitter l'Ariège? Jean-Marc, grâce à la téléphonie de Julie Michel, on découvre qu'elle a envoyé des messages à une amie pour la prévenir de son arrivée en Ariège. On sait donc maintenant qu'elle a changé volontairement son itinéraire de vacances et qu'elle s'est rendue a priori librement dans la région. Les gendarmes vont également établir qu'elle a passé la soirée à Massat et que c'est le lendemain matin qu'elle s'est rendue sur ce parking, celui du col de l'Hers, parking très fréquenté par des touristes. On découvre par ailleurs, grâce au témoignage du parapentiste, que Julie Michel était seule sur ce parking. Oui, ce témoignage est essentiel parce qu'il permet d'exclure l'hypothèse selon laquelle ce serait un tiers qui aurait abandonné la voiture de Julie Michel sur ce parking. Alors, comme on peut le constater, Jean-Marc, nous sommes dans un endroit magnifique, un site depuis lequel partent de nombreux chemins de randonnée. La première hypothèse à laquelle on peut penser, c'est celle de l'accident. Julie Michel serait partie marcher en montagne et aurait eu un accident mortel. Bien sûr, ça peut paraître tout à fait plausible, mais personnellement, je n'y crois pas, et pour 3 raisons. Quand on abandonne sa voiture sur un parking aussi fréquenté que celui-ci, on ne laisse ni objet de valeur ni argent à l'intérieur. Ensuite, quand on va se promener dans un endroit qu'on ne connaît pas, on prend avec soi son téléphone portable. Ça peut servir à se localiser ou à appeler au secours. Et puis enfin, dans un site aussi beau que celui-ci, on prend son appareil photo. On a envie de rapporter des souvenirs. Or, tout ça est resté dans la voiture de Julie Michel. Donc, je ne crois pas à l'hypothèse d'un accident. Alors que les recherches sur place se poursuivent, les gendarmes cherchent à cerner la personnalité de Julie Michel. Tous ses proches dressent le portrait d'une jeune femme libre, heureuse et généreuse. Sa disparition est pour eux un véritable mystère. Ça, c'est un petit bouquet que tu vas par terre, alors je voulais pas abandonner, je voulais pas le laisser abandonner. Regarde, un petit bouquet. Merci mon cœur. Avec Julie, c'était vraiment compliqué quand on était petite parce qu'on se disputait vraiment beaucoup. On se tapait énormément dessus, personne ne voulait nous garder ensemble parce qu'on était juste intenables ensemble. Et par contre, quand j'ai commencé à grandir, on est devenus vraiment très proches, on se confiait beaucoup de choses, on se confiait nos petits problèmes de cœur, on parlait beaucoup de
de notre dynamique familiale aussi quand on avait des problèmes avec nos parents. On s'entraidait beaucoup en fait. Et Julie, elle me rendait beaucoup de services. Elle était toujours là pour moi dès que j'avais besoin de quelque chose. Depuis le divorce de ses parents, Julie oublie auprès de ses amis les tensions familiales. Julie, c'est une amie qui est entière. Elle le dit, elle le montre. Et quand elle vous prend dans ses bras, elle le fait mais fort, mais à vous faire mal, parce que c'est comme ça qu'elle vous aime et parce qu'elle vit l'instant présent. Julie, c'est une personne très lumineuse, très chaleureuse, très ouverte, qui a toujours eu beaucoup d'amis, avec qui on aime passer du temps. Mais depuis quelque temps, la jeune femme semblait avoir un nouvel objectif professionnel. Elle avait pour projet d'ouvrir une galerie d'art qui serait ouverte à l'échelle européenne, en fait, pour exposer divers artistes. Elle avait un rapport vraiment très particulier à l'art parce que c'est quelque chose qu'elle-même pratiquait. Elle peignait beaucoup et c'était vraiment une passion pour elle. Quand je l'ai vue se lancer dans ce projet de galerie, j'ai vraiment pensé que c'était quelque chose qui lui correspondait. J'ai vu qu'elle s'épanouissait dedans. Au moment de sa disparition, Julie Michel semblait tournée vers l'avenir. Pourtant, les enquêteurs ariégeois ne peuvent s'empêcher d'émettre un premier scénario terrible. Et si la jeune femme s'était suicidée ? Les gendarmes nous ont demandé si Julie était suicidaire, si elle était dépressive. Mais nous, c'est quelque chose qu'on exclut très rapidement avec ma mère parce que déjà, on s'est tout de suite dit que si elle avait voulu se suicider, peut-être qu'elle nous aurait envoyé des signaux, elle nous aurait laissé un mot. Franchement, les dernières années, elle avait l'air plutôt bien. 2012-2013, elle avait l'air d'avoir trouvé sa voie, justement. Elle avait l'air d'avoir des projets professionnels, d'avoir trouvé une sérénité. Il n'y avait absolument rien qui me laissait indiquer un mal-être particulier par rapport à d'habitude. Julie aimait la vie, elle était très ancrée dans la vie, c'est sûr et certain. Et elle trouvait, malgré les difficultés qu'elle pouvait traverser, elle trouvait toujours des moments de joie. Et elle s'entourait aussi d'amis. Enfin voilà, c'était quelqu'un qui était très entouré et très aimé. Elle était de très bonne humeur en partant en vacances, donc je vois pas comment elle aurait pu passer de ça au suicide, surtout qu'on était suffisamment proches pour que je pense que j'aurais été au courant s'il y avait eu quelque chose qui n'y allait pas. Ça tient pas debout pour moi, la théorie du suicide. Les recherches s'organisent sur le parking du port de Lers et s'éloignent peu à peu du véhicule de Julie Michel. D'importantes investigations sont réalisées sur les chemins de randonnée et de chez elle, à Auxerre, Betty Lefebvre, la mère de la jeune femme, se tient informée, redoutant à chaque instant que l'on découvre le corps de sa fille. Il y a eu deux unités de gendarmerie de chaque côté qui ont travaillé. A été fait appel à des brigades cynophiles, hélicoptères. Il y a, je pense, une centaine de gendarmes mobiles qui sont venus ratisser vraiment au peigne fin. La mère de Julie Michel se rend alors sur place pour être auprès des gendarmes. Je me souviens qu'on a été dans le camion du commandant qui nous a expliqué ce que les gendarmes faisaient. Leur travail, c'était de chercher un corps caché derrière des fougères, derrière les fourrés, quoi.
On ne peut pas espérer trouver quelqu'un de vivant. De voir 95 gendarmes mobilisés et se déployer comme ça à sa recherche, avec les chiens, donc ils retrouvent. Enfin, voilà, je me suis dit, si on la retrouve, on va pas la retrouver vivante, quoi. Mais Betty Lefebvre refuse d'attendre la découverte du corps de sa fille. À Massat, ville la plus proche du col de l'Hers, elle tente d'obtenir des informations. Et là, j'ai commencé à mettre des affiches pour informer tous les locaux et puis avoir de l'aide. Plus il y aurait du monde qui cherche dans la montagne et mieux c'est. Philippe Soula, agent immobilier à Massat, a tout de suite été touché par la disparition de Julie Michel. Voyant cette affiche sur la boucherie, ça m'a intéressé parce que c'était un secteur que je connaissais très bien. Et j'étais persuadé que je pouvais la retrouver. Philippe Soula, un agent immobilier de Massat, qui est venu vers nous en disant voilà, moi je vous propose mon aide, je suis randonneur chevronné et je connais parfaitement la région. Ben oui, bienvenue, merci. Et il m'a même mis à disposition son bureau avec l'ordinateur, la photocopieuse, enfin voilà, il m'a dit vous êtes chez vous, faites ce que vous avez à faire. Philippe Soula décide alors d'entreprendre des recherches dans des endroits inexplorés par les gendarmes. Il y a des barres rocheuses, donc il faut monter, descendre, c'est long. Des fois, il y a quelques intermédiaires de falaises qui sont un peu compliqués à aller visiter. Voilà le départ de mes recherches et le départ de cette affaire vu de mon côté. Betty Lefebvre assiste impuissante à ces investigations. Et au bout de 10 jours, elle est contrainte de rentrer chez elle à Auxerre. Je me suis dit, je l'abandonne, quoi. Elle a peut-être besoin de moi là-bas. Et j'y suis plus. Mais bon, il fallait que je reparte. N'égard dans chacune des affaires de disparition que nous traitons, on constate bien souvent qu'il est très difficile, lorsque la personne disparue est majeure, de réussir à mobiliser rapidement les services d'enquête. Quels conseils donneriez-vous aux familles qui sentent que l'absence d'un proche devient très inquiétante ? C'est vrai, Arnaud, que quand la personne disparue est majeure, ça peut être un handicap pour le démarrage d'une enquête pénale, parce que la tendance, en tout cas dans un premier temps, des enquêteurs sera de croire que cette disparition est volontaire, que la personne a quitté son domicile volontairement. Signaler au service de police une disparition reste la première chose à faire, mais pour souligner la gravité de la situation, il serait pas mal de rassembler tous les éléments tendant à montrer que cette disparition n'est pas volontaire, mais inquiétante. Par exemple, expliquer en quoi la personne disparue avait des rendez-vous qu'elle n'aurait manqué pour rien au monde, en quoi la personne n'aurait jamais quitté le bureau sans préavis et en quoi la personne disparue n'aurait jamais laissé ses amis sans nouvelles. Bref, autant d'éléments inhabituels prouvant que cette disparition est bien suspecte.
Julie Michel est inscrite au fichier des personnes recherchées. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est ce fichier, qui est inscrit et qu'est-ce que cela déclenche comme investigation ? Le fichier des personnes recherchées, c'est un outil de travail utilisé par les gendarmes, les policiers, certains agents de l'État qui recensent toutes les personnes faisant l'objet soit d'une mesure de recherche, soit d'une mesure de contrôle et de surveillance. On y trouve donc des profils très variés. Il y a des mineurs en fugue, des évadés, des personnes représentant un danger pour la sûreté de l'État, les fameux fichiers S, et également des personnes dont la disparition est inquiétante, comme Julie Michel. Une fois le nom d'une personne inscrit, les enquêteurs ont l'obligation d'entamer des investigations, par exemple en demandant à consulter ses relevés bancaires ainsi que ses factures. Les nombreuses et vastes battues des gendarmes ne permettent pas de retrouver le corps de Julie Michel. Une information judiciaire pour recherche des causes de la disparition est ouverte au tribunal de grande instance de Foix. Comme habituellement, les randonneurs perdus ou blessés sont rapidement retrouvés, que rien ne prouve que Julie Michel est partie se promener dans la montagne. La piste de la mauvaise rencontre s'impose dans l'enquête. Quand on est au col du Port de l'Hers, on s'aperçoit que au mois de juillet, fin juillet, c'est un endroit où il y a plein de monde. En contrebas, vous avez les parapentistes. Un peu plus haut, vous avez les randonneurs. Sur le parking, vous avez une multitude de véhicules garés de camping-cars. Julie Michel a donc forcément croisé de nombreuses personnes. Et si la jeune femme avait été repérée par un agresseur lorsqu'elle dormait dans sa voiture ? C'est complètement envisageable. Et le lendemain, la revoir, je sais pas, il n'y a personne autour, il lui met un couteau sous la gorge et il l'emmènerait quelque part. C'est envisageable. C'est vrai que je trouve qu'elle a pris des risques. Moi, jamais je serais partie dormir dans ma voiture. J'aurais eu trop peur. Donc, Julie, c'est pas quelqu'un de trouillard, a priori. Moi, j'aurais jamais dormi dans une voiture toute seule à la campagne au milieu de nulle part, ça c'est sûr. Mais c'est aussi la différence entre elle et moi, c'est qu'elle était beaucoup plus aventureuse et elle se rendait beaucoup moins compte des risques qu'elle pouvait prendre dans ce qu'elle faisait. Pour le journaliste de la Gazette ariégeoise, Christophe Lachaise, il est probable que la jeune femme ait rencontré son agresseur au marché de Massat. Je pense, honnêtement, plutôt à la mauvaise rencontre. La veille au soir, à la fête à Massat, on rencontre des gens, on discute, on boit un coup, on rigole. Et puis là, avec des gens qui, en plus, ne sont pas forcément du coin. Elle a pu accorder sa confiance à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas et s'embarquer dans une histoire qui aurait mal terminé. Les gendarmes recueillent une information importante. Des bergers rapportent qu'un parapentiste qui a dormi plusieurs semaines dans un camping-car au port de l'Hers a quitté précipitamment les lieux au moment de la disparition de Julie. C'est un parapentiste, comme beaucoup, il reste sur site, donc il a son estafette dans laquelle il dort, effectivement, il peut être un suspect idéal ou un témoin, en tout cas, important, dans la mesure où il est sur le même site qu'elle, au même moment. Donc, bien évidemment, et très légitimement, la gendarmerie a fait ses recherches sur cette personne, parce que c'était le coupable idéal. Grâce à la plaque d'immatriculation relevée par les bergers, les enquêteurs retrouvent rapidement le propriétaire de ce véhicule. Cet homme, que nous appellerons Nicolas, a 47 ans et vit en Haute-Garonne.
5 mois après la disparition de Julie, il est interrogé par les gendarmes. Il a dû justifier déjà de sa non-présence au moment des faits et de son emploi du temps. Nicolas explique qu'il est arrivé au port de Lers le 6 juin 2013. Il s'y rend tous les ans pour y faire du parapente. Mais cette année, il dit avoir quitté les lieux le 6 juillet. Je crois que tout a été fait, tant sur l'interrogatoire que sur les recherches faites dans son véhicule, que sur ses antécédents, sur les gens qui le connaissaient. Ses relevés de cartes bancaires ainsi que sa téléphonie sont étudiés. Et il apparaît que ce parapentiste n'était plus en Ariège au moment de la disparition de Julie Michel. On a éliminé cette piste, mais qu'il fallait effectivement prendre au sérieux, puisque on est quand même sur le dernier lieu identifié comme étant l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, et que forcément toutes les personnes qui ont pu la voir sur cet endroit ne sont pas forcément suspects, mais sont des témoins importants. Cela fait 6 mois que Julie a disparu. Où est-elle? Que lui est-il arrivé? Est-elle encore en vie? Si elle ne revient pas, c'est qu'au bout d'un moment, c'est que quelqu'un l'en empêche ou l'en a empêché. C'est assez décourageant de se donner autant de mal pour chercher, de faire tout ce qu'on peut et de rien avoir en retour, surtout avec le temps qui passe, parce qu'on sait que plus le temps passe, moins on a de chance de trouver des preuves ou d'avoir des réponses. Alors que l'attente se fait de plus en plus douloureuse, la famille de Julie Michel ne peut s'empêcher de penser au pire. La mauvaise rencontre, oui, pour moi, c'est le pire scénario, puisque ça veut dire qu'elle a été violentée par un inconnu et qu'on ne saura peut-être jamais. Donc ça effectivement, c'est l'horreur. Vraiment, pour moi, le pire, c'est c'est innommable, en fait. C'est même pas... C'est difficile de le dire, mais voilà, qu'il lui soit arrivé le pire, que ce soit viol et ou meurtre, vraiment, c'est... Pour moi, c'est la pire histoire possible. Rapidement, l'investissement exceptionnel d'un homme dans les recherches engagées pour retrouver Julie Michel va éveiller les soupçons des enquêteurs. Pourquoi Philippe Soula, agent immobilier de la petite commune de Massat, est-il si présent dans les investigations? Pourquoi se renseigne-t-il autant sur l'affaire et les avancées de l'enquête? Si quelqu'un a fait porter son attention sur Philippe Soula, c'est bien moi. Qu'est-ce qui motivait Philippe Soula? C'est l'intérêt porté à cette affaire de disparition par rapport à une précédente disparition d'une jeune femme qui était venue se renseigner auprès de lui pour un achat immobilier. Il y a déjà eu une jeune fille qui a disparu sur le secteur de Massat. Et en fait, elle a été retrouvée très très près de l'endroit où elle avait abandonné la voiture. Et cette histoire m'avait beaucoup marqué
Et à l'époque, il n'y avait pas eu de quadrillage, il n'y avait pas eu de recherche. Et donc, dans le cas de la disparition de Julie Michel, je voulais absolument participer de manière qu'il y ait des recherches plus intensives. Philippe Soula, tout au début, moi, il m'a semblé, c'est vrai que ça m'a paru bizarre que quelqu'un comme ça vienne spontanément. Bon, c'est vrai que j'avais fait les affiches, mais rechercher dans la montagne, ok, comme d'autres bénévoles l'ont fait, mais alors après c'était, voilà, je vous mets mes bureaux à votre disposition, si vous avez besoin de ça, de ci, enfin, je me suis dit, bon, ouf, c'est gentil, et voilà, peut-être que oui, il en fait beaucoup, mais... Alors, effectivement, il a rendu des services, effectivement, il a participé, mais encore une fois, ça peut être une manière d'attirer les enquêteurs ou la famille sur des pistes qui vont les éloigner de celles qui pourraient le mettre en cause. Et c'est vrai qu'un jour, là, j'avais été donc chez lui avec ma belle-sœur et son fils. Et donc Philippe, il m'avait montré l'ordi où il faisait les affiches de Julie, et puis c'est quand même lui qui a créé le site. Mais j'étais vraiment époustouflée de voir le nombre de photos qu'il avait de Julie. Et là, j'étais un peu interpellée, quoi. J'ai dit, waouh. Les soupçons des gendarmes à l'encontre de Philippe Soula sont renforcés quand 3 mois après la disparition de Julie Michel, une femme porte plainte contre lui. On s'aperçoit que Philippe Soula a eu des démêlés avec une femme dans un cadre professionnel. Le temps superbe. On sort de quelques jours un peu tristounés. Et donc, il y a affluence. J'avais été interrogé par les gendarmes suite à quelques frictions avec une jeune notaire de Saint-Giron. Voilà. Mais bon, c'est jamais été loin. Hein. Il n'y a pas eu de violence physique. Non. Il y a eu juste quelques violences verbales et une ou deux farces idiotes que je lui ai faites, mais bon, ça n'a pas été plus loin. La plainte de cette femme à l'encontre de Philippe Soula est finalement classée sans suite. Malgré tout, les gendarmes poursuivent leurs investigations autour de l'agent immobilier. J'ai été un peu suspect. Et ils ont quand même fait des vérifications sur mon téléphone, je pense, qui était ouvert sur la zone. J'ai été questionné sur mon emploi du temps. J'ai retrouvé le nom des personnes que j'ai rencontrées et j'ai retrouvé les dossiers que j'avais rédigés ce jour-là. Et donc, j'ai pu retrouver des choses très précises sur mes déplacements. Le 25 août 2015, 2 ans après la disparition de Julie Michel, le véhicule de Philippe Soula est passé au crible des experts.
Ils ont passé ma voiture avec des produits, je sais pas quoi. Et il y avait des personnels habillés avec une tenue de cosmonaute là, qui cherchaient dans ma voiture. Bon, mais j'ai dit, bon, mais peut-être ils font ça dans chaque enquête. Qu'ils en aient le cœur net, bon, ça m'était égal, moi. Je veux dire... Pourtant, différentes traces de sang sont révélées dans la voiture de l'agent immobilier. Il devait y avoir le mien, il devait y avoir peut-être le sang de gens de ma famille. Ou des fois, quand on va en montagne, on se fait toujours des petites coupures, on s'égratine, il peut y avoir du sang. Hein. Et où on se gratte une croûte machinalement. J'avais trimballé énormément de clients dans ma voiture. Donc il peut y avoir des traces. J'avais trimballé des copains qui s'étaient blessés, dont un qui s'était coupé avec une débroussailleuse, qui s'était coupé très méchamment en plusieurs doigts et qui a saigné comme un veau dans ma voiture. Les gendarmes veulent maintenant savoir à qui appartient le sang retrouvé dans le véhicule. Et ensuite, ils voulaient mon ADN, je sais pas quoi, pour différencier mon sang de celui des autres. Alors, j'ai refusé. J'avais envie de refuser, j'en avais un petit peu marre, donc j'ai dit non. Il n'empêche qu'effectivement, refuser si on n'a rien à se reprocher, c'est totalement surprenant. Ça reste un élément troublant, effectivement. Et il m'a dit, par contre, Betty, si toi tu me le demandes, je le ferai. Et ben, je lui ai dit, Philippe, oui, je te le demande parce que dans tous les cas, tu vois, tout le monde l'a fait, et puis ils ont exploré ta voiture. Vas-y, quoi. Enfin, il m'a dit, bon, ok, mais il a jamais fait, en fait. Les analyses génétiques ont prouvé que le sang retrouvé dans la voiture n'appartenait pas à Julie Michel. Philippe Soula est dès lors mis hors de cause. À partir de ce moment-là, ils m'ont plus suspecté. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Tant que je me suis prêté gentiment à tout ce que me demandaient les gendarmes, j'étais de plus en plus suspect. Et les jours où je les envoyais sur les roses, j'étais plus suspect. Bon, voilà, enfin bon, de mon point de vue. Jean-Marc, Philippe Soula a refusé de donner son ADN. Question simple, en avait-il le droit ? Quand on est en garde à vue, c'est-à-dire quand les enquêteurs ont recueilli un certain nombre d'éléments graves ou concordants qui laissent penser qu'on pourrait être l'auteur de l'infraction sur laquelle ils enquêtent, on doit se soumettre à cette mesure, sinon on commet un délit. En revanche, quand on est convoqué comme simple témoin, on peut s'opposer à l'exécution de cette mesure. Mais en s'y opposant, paradoxalement, Arnaud, on se rend suspect. Alors, au-delà de son refus de donner son ADN, Philippe Soula est suspecté en raison de son implication très active dans les recherches. Est-ce que vous comprenez que ce comportement puisse intriguer les enquêteurs ? Oui, on le sait, les enquêteurs le savent dans plusieurs affaires. Certaines personnes qui s'impliquent très fortement dans les recherches, qui se rapprochent des familles, qui se rapprochent des enquêteurs, ne le font pas toujours par pure philanthropie. Certains veulent savoir quelles sont les orientations prises par l'enquête et certains peuvent chercher à trouver des parades si l'enquête s'oriente vers eux. Après avoir écarté l'hypothèse de l'accident puis celle du suicide, l'enquête s'oriente désormais vers la piste de la mauvaise rencontre. Dans ce cas, Jean-Marc, cela voudrait dire que Julie Michel
aurait croisé son agresseur sur le parking du port de Lers. Ouais, si cette hypothèse se confirme, ça va pas simplifier le travail des enquêteurs. On sait que sur ces parkings touristiques, les gens se trouvent là par hasard, ils s'y croisent par hasard et ne font pas spécialement attention les uns aux autres. Leur attention est attirée par la vue, par le site. Et puis certains viennent de loin, de très loin même, et n'ont pas entendu parler de la disparition de Julie Michel, alors qu'ils ont peut-être vu ou observé quelque chose d'étrange, quelque chose de curieux. Cette émission non élucidée, nous le savons Arnaud, pourrait permettre à ces personnes de faire ce lien. La mère de Julie Michel désespère de ne pas avoir de nouvelles. Elle sait que les investigations des gendarmes ne donnent rien. Alors elle décide de fouiller les affaires de sa fille pour tenter de trouver une explication à sa disparition. Et elle va faire une découverte étonnante. Je vous souhaite un merveilleux Yule avec notre Enki Shiva, avec toutes nos déesses et tous nos dieux. Alors nos dieux n'ont pas de Yule en tant que tel sur Orion, mais ils fêtent le Yule terrestre. Je suis allée sur l'ordinateur dans sa session pour trouver des indices. Et là, voilà, on a trouvé des choses sur une secte à laquelle elle avait adhéré. Fanny Saber est alors présente aux côtés de Betty. Les deux femmes découvrent des échanges entre Julie et une certaine Brigitte. Cette dame propose à Julie de venir rejoindre des gens pour vivre en osmose avec la nature, pour être libre. Dans les réponses apportées par Julie, elle dit qu'elle est très intéressée par le fait de partir. J'ai découvert les échanges de mails et Julie, elle était complètement en admiration et vraiment sous emprise de cette femme. Tout laisse à croire que cette femme est à la tête d'une organisation sectaire dédiée à un dieu prénommé Enki. L'acquisition du discernement est fondamentale. Ça fait 11 ans bientôt que je dis la même chose. Nous, on attend les dieux. Quand ils seront là, on saura quoi faire. Pour l'instant, on reste tranquillement à la maison. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, il n'y a plus rien à faire pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça que ça marche dans le monde d'Enki. On va dire que c'est on va l'appeler une gourelle, pour reprendre le terme, c'est-à-dire l'équivalent du gourou masculin, puisque la communauté qu'elle représente est réduite à quelques personnes en Belgique. Il y a, un leader, un dirigeant présent, un maître à penser, qui met sous emprise, si vous voulez, un individu et qui, petit à petit, donne des consignes de rupture de lien avec la société, avec la famille, avec le travail. Un peu plus d'1 an avant sa disparition, Julie Michel commençait à assumer sa recherche de spiritualité. J'ai découvert son affinité pour tout ce qui était lié à Enki au mois d'avril 2012, quand elle est venue chez moi. Avant ça, jamais entendu parler. Et puis, c'est quand elle est arrivée chez moi, pendant 1 semaine, elle avait ses bougies, ses incantations. Elle avait des genres de rituels entre la prière et la méditation qu'elle voulait faire plusieurs fois par jour. J'avais déjà vu dans son appartement qu'il y avait des bougies. Et elle me disait, j'ai fait une prière pour toi.
Je dis ah bon? C'est-à-dire, eh bien, j'ai parlé à Enki. Ben, c'est gentil, c'est flatteur. Enfin, je veux dire, je le prends bien. Moi, je trouve que c'est chouette d'avoir pensé à moi. Elle disait que c'était son père et que c'était le Dieu Tout-Puissant et que vraiment c'était grâce à lui qu'on était sur Terre, que c'était grâce à lui qu'elle vivait. C'était... elle le mettait vraiment sur un piédestal, c'était son Dieu à elle. Elle s'est mise à faire du yoga, mais à des heures très précises, puis d'une force incroyable. D'ailleurs, elle était après toute mince et bien musclée. Ma mère et ma sœur à Londres, et je me souviens, on se baladait dans un des quartiers de Londres, et d'un coup, elle se met à regarder l'heure, et elle se met à être vraiment en panique, et elle se rend compte qu'en fait, elle devait faire une incantation, une prière, et donc elle se met en retrait dans une petite rue à Londres pour faire ses prières. Inquiète, la petite sœur de Julie Michel se renseigne sur cette secte. Mais le site, déjà, il était très mal fait. Enfin, c'était vraiment... je ne sais pas comment dire, mais c'était très amateur. Vraiment, il y avait un peu des animations de partout. C'était des couleurs un petit peu criardes, avec une police en italique. Enfin, ça faisait pas pro du tout. Pour moi, vraiment, en ouvrant le site, je me suis dit, ça sent l'arnaque. Les proches de la jeune femme l'ignoraient, mais Julie était réellement sous emprise. On savait qu'elle était ancrée dans ce qu'on peut appeler la secte d'Enki, mais j'aurais jamais pensé que c'était ancré à ce point-là. C'était quelqu'un qui était vraiment chamboulé et perdu. Et c'était pas la Julie que je connaissais d'avant. Se pose alors une question. Est-il possible que Julie Michel, embrigadée par cette secte, ait pu délibérément disparaître? Il est intéressant de savoir quels étaient les liens entre cette secte et Julie, quelle influence ça pouvait avoir sur elle. D'autant plus qu'un mois avant sa disparition, Julie Michel écrit un mail à l'une des gourelles d'Enki. La jeune femme explique alors qu'elle a un plan pour quitter sa vie actuelle. 3 juin 2013, 15h10. Avec peu de moyens, il faut être astucieux. Et je sais qu'avec Enki, maintenant, je sais que je pourrais vraiment vivre dans ce lieu dont j'ai toujours rêvé, pour y faire ce que j'ai toujours voulu faire, pour vivre au plus juste ma vie d'Enkiste engagée. Je me suis dit, peut-être qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un de la secte, et puis voilà, elle est partie et elle va nous prévenir. Et ça ne s'est pas passé comme ça. J'étais tellement triste et en même temps j'étais en colère parce que mon premier sentiment c'était que ma sœur nous avait abandonnés pour la communauté d'Enki et du coup je trouvais ça vraiment très injuste qu'elle nous fasse subir ça à ma mère, à moi, à ses proches, à elle aussi. Négare, on l'a vu, Julie Michel s'était rapprochée avant sa disparition d'un mouvement sectaire. Est-ce que la notion de secte est juridiquement définie? En France, Arnaud, en raison du principe impérieux de la liberté de conscience, d'opinion et de religion, le législateur a toujours refusé de définir juridiquement la secte. En revanche, ce que la loi tente de faire, c'est de prévenir les dérives sectaires, c'est-à-dire des situations dans lesquelles des individus de la secte, en général les créateurs ou les gourous,
vont exploiter la suggestion physique et psychologique de ses membres et exercer sur eux une emprise dangereuse pour leur liberté individuelle. Est-ce qu'il est possible d'obliger quelqu'un à sortir d'une communauté sectaire si cette personne a décidé d'y vivre volontairement en coupant tous les ponts avec sa famille? Non. Selon le principe de laïcité, énoncé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en vertu duquel on ne peut s'immiscer dans les croyances et opinions des autres, chacun bénéficie d'une liberté de conscience absolue. En conséquence, il n'est pas possible d'obliger une personne légalement à quitter une communauté sectaire, même si elle a décidé d'y vivre, en coupant les ponts avec ses proches. L'hypothèse d'un départ volontaire de Julie Michel pour rejoindre un mouvement sectaire est maintenant au cœur des investigations. Et très vite, l'enquête permet d'établir que la jeune femme s'est rendue à plusieurs reprises en Belgique pour rencontrer d'autres fidèles d'Enki, une divinité mésopotamienne. Elle m'avait parlé de ses rendez-vous avec, je crois que c'était une kinésiologue en Belgique. Elle m'avait dit qu'elle y était allée quelques fois et que ça lui faisait beaucoup de bien. C'était quelqu'un qui faisait de l'astrologie aussi, donc elle lui avait lu son thème astral. Après, ce qui me paraissait bizarre, c'est qu'elle aille jusqu'en Belgique pour le faire alors qu'il y a des kinésiologues dans la région aussi. Des retraits d'argent effectués par la jeune femme retiennent également l'attention des gendarmes. Il y a forcément toujours de l'argent en jeu. Financièrement, effectivement, la personne a plutôt intérêt à être à l'aise. Voilà. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre quand même des organisations sectaires. C'était quand même quelque chose qu'elle gardait d'assez secret, sachant que Julie n'avait pas beaucoup les moyens à l'époque. Moi, elle m'a emprunté de l'argent, une grosse somme. Mais je sais pas pourquoi. L'hypothèse selon laquelle Julie Michel aurait disparu volontairement sous l'emprise de cette secte semble très crédible. D'autant plus crédible que de nombreux objets en rapport avec Enki ont été retrouvés dans son véhicule. Quand on a ouvert la voiture de Julie et qu'on a découvert toutes ces affaires de camping et toutes les bougies, la peinture, enfin tout qui concernait en fait la secte. Cette adoration qu'elle avait pour Enki. Et là, c'est vrai que moi, ça m'a surprise parce que je me dis, à ce point-là, quoi. La juge d'instruction en charge du dossier de la disparition de Julie Michel demande à la police belge de faire davantage d'investigations. Il aurait pu exister un lien entre la communauté belge et puis certains sites se trouvant dans les Pyrénées, voire en Espagne. Les locaux de la secte dans lesquels Julie Michel s'était rendue sont perquisitionnés. Le matériel informatique est saisi. La Gourelle est entendue par la police judiciaire belge. Et il faut saluer là d'ailleurs cette partie de l'enquête qui ont vraiment ratissé tout ce qu'il était possible de faire, entendu tout l'environnement autour de cette personne, épluché les comptes, fait des perquisitions, tout ce travail. Mais rien ne permet de relier la disparition de Julie Michel à cette secte. La piste belge a été réduite à néant parce que les alibis des deux gourous, si je puis m'exprimer ainsi, ou des gens qui gravitaient autour d'elle, a montré qu'elle n'avait aucune implication. Cet aspect mystérieux de la personnalité de Julie Michel interroge les enquêteurs. Est-il possible que la jeune femme ait choisi de se rendre en Ariège pour rejoindre une communauté de vie? Un groupe qui ne serait pas relié à la secte belge, mais qui suivrait ses préceptes.
L'Ariège, c'est un département réputé pour l'existence de ces communautés qui vivent un peu en autonomie, à l'écart de la société, en subsistant uniquement grâce à leur culture. Le fait que Julie ait pu être attirée par ces communautés est un fait assez explicable, dans la mesure où ça correspond totalement à sa personnalité du moment, à ses recherches, à ses goûts, et qu'elle a pu trouver là une communauté, des gens qui partagent avec elle le même mode de vie, les mêmes pensées. En effet, un rapprochement avec la nature, une espèce de bien-être à trouver, de décompression, quitter un petit peu le monde urbain, faire une espèce de break environnemental, mais aussi spirituel. Julie, elle allait vraiment dans cette direction parce qu'elle voulait s'acheter un petit terrain, avoir son potager et être un peu autosuffisante. Donc voilà, pour moi, ça faisait sens. On s'est dit que peut-être au marché nocturne, elle a fait connaissance de quelqu'un, ils se sont retrouvés le lendemain, et puis comme elle était quand même de nature à faire confiance aux gens, on s'est dit elle aurait pu suivre quelqu'un, et puis comme c'était plein de communautés là-bas et qui vivaient justement comme elle l'entendait. Pendant des mois, des investigations sont réalisées parmi les camps néo-ruraux existant autour du port de Lers. Un travail relativement important a été fait par les gendarmes dans un certain nombre de sites. Ces groupes néo-ruraux sont connus des services de gendarmerie ou autres. Donc s'il y avait eu, je pense, un fragment de piste, ne serait-ce qu'un fragment de piste de ce côté-là ici, les choses auraient avancé. C'est pas le cas. Pour la psychologue Hélène Romano, le contexte dans lequel disparaît Julie Michel ne colle pas avec une disparition volontaire. Elle a quand même laissé de l'argent, elle a laissé son téléphone, elle a laissé sa carte d'identité, donc c'est pas quelque chose de tout à fait habituel non plus. Ça me laisse plutôt penser à je ferme ma voiture, soit pour aller faire un petit tour, et à ce moment-là je croise quelqu'un et je pars avec lui, la mauvaise rencontre, où j'avais rendez-vous avec quelqu'un, mais pour m'absenter pas très longtemps, puisque j'ai quand même laissé de l'argent dans un endroit quand même assez isolé, et mes papiers et l'identité. Le départ volontaire au fin fond de la Pampa, tout seul en autosuffisance, sur une période aussi longue, ça n'est pas tenable, simplement, donc ça paraît très compliqué. Donc je ferais plus cette hypothèse-là de la mauvaise rencontre et d'une disparition qui serait plus criminelle. Elle nous aurait jamais laissé sans nouvelles. Donc de ne pas nous prévenir sur du long terme comme ça, je pense pas. À partir du moment où les gendarmes et la police d'investigation a fait son travail par rapport à Enki et a découvert que finalement il n'y avait pas de secte à proprement parler, c'est là où on s'est dit tout de suite qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas, et que si c'était pas la secte, c'était forcément quelque chose de grave qui lui était arrivé.
Jean-Marc, lorsque les gendarmes apprennent que Julie Michel était sous l'emprise d'une secte dédiée au dieu Enki, l'hypothèse d'un départ volontaire devient crédible. Dans un mail qu'elle a envoyé à la femme qui dirige cette secte, elle écrit « Avec peu de moyens, je sais que je pourrais vivre au plus juste ma vie d'enkiste engagée. » Bien sûr, dans l'absolu, cette hypothèse pourrait être crédible, mais je ne vois pas pourquoi Julie Michel serait venue dans ce parking, en Ariège, un peu au milieu de nulle part, pour rejoindre une communauté qui se trouve en Belgique et qui, a priori, n'a aucune implantation locale. Autre possibilité, Julie Michel aurait pu faire la rencontre d'un membre d'un groupe néo-rural, ces groupes dont on sait qu'ils sont très présents dans la région, et qu'elle aurait décidé de tout quitter. Bien sûr, ça aussi c'est envisageable, mais là encore, je ne vois pas pourquoi elle aurait abandonné sa voiture sur ce parking, voiture qui contient ses papiers, son téléphone portable, rural. Elle a parfaitement le droit de le faire. Elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant et elle est majeure. Rien ne peut l'empêcher légalement de rompre les ponts avec sa famille. Dernière possibilité, est-ce que Julie Michel aurait pu être enlevée et séquestrée par l'un de ces groupes? Enlevée, pourquoi pas, mais séquestrée pendant près de 10 ans, ça je n'y crois vraiment pas. Il faudrait une logistique extrêmement importante dont ces groupes ne disposent pas. Et puis il faudrait une solidarité entre tous les membres du groupe pour que personne ne dénonce cette séquestration forcée. Non Arnaud, pour moi cette hypothèse n'est pas crédible. L'enquête sur la disparition de Julie Michel est dans l'impasse, comme on l'a vu. Plusieurs pistes intéressantes ont émergé du dossier, mais aucune n'a abouti. La famille de la jeune femme ne peut se résoudre à ne jamais connaître la vérité. Et dans son combat, elle peut compter sur l'aide inespérée d'un homme qui s'investit corps et âme dans les recherches. J'ai pris connaissance de l'affaire en 2015. Et c'est justement en s'arrêtant sur le parking du port de l'Hers, j'ai pu observer la petite pancarte qui mentionnait la disparition de Julie Michel. Alors ça m'avait intrigué, j'ai pris une photo. Et j'ai été happé à partir de ce moment-là par l'histoire, et c'était en 2015. Depuis, David Duval revient tous les étés sur les lieux de la disparition. Tous les ans, il se lance dans des recherches minutieuses. Arrivé au pic des Trois Seigneurs en 2h50. Voilà. Donc l'idée, c'est de chercher un peu dans la zone certains indices. Le drone, effectivement, m'a permis de le faire, pour justement passer à côté de moins d'indices, finalement. Et pour mener ses recherches dans les failles inaccessibles, David Duval met au point une caméra capable de descendre dans les cavités. Et ce qui manquait, qui pêchait beaucoup sur les recherches de gouffres, c'est le manque de luminosité. Il a fallu mettre un dispositif adapté pour générer une lumière très importante. Et donc trouver les batteries, trouver les lumières existantes et puis monter tout ça dans un système qui ne va pas allumer la caméra, qui va être transportable et qu'on va facilement utiliser dans les recherches de gouffres ou d'anfractuosité. Et ça a été un outil indispensable pour les recherches et pour écarter l'hypothèse de l'accident de Julie qui aurait pu tomber effectivement dans un gouffre. Cette caméra a permis à David Duval de retrouver de nombreux ossements. Il y a des restes d'animaux, on voit de petite taille, donc on ne passe pas à côté en général, on les voit bien. J'en ai trouvé des choses. Donc, globalement, si je devais trouver quelque chose en rapport avec la disparition de Julie Michel, normalement, on aurait déjà trouvé quelque chose. Chaque année, Betty Lefebvre assiste à ces fouilles. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
C'est une chance pour nous. C'est une chance pour nous de la voir. En mai 2018, soit près de 5 ans après la disparition de sa fille, Betty Lefebvre reçoit un courrier qui va la bouleverser. Quand j'ai reçu le courrier de la juge d'instruction de Foix, je savais. Je savais que c'était pour clôturer le dossier. Quelques semaines plus tard, la magistrate convoque une dernière fois la mère de Julie Michel. Elle m'a dit, mais ne vous inquiétez pas, si jamais c'est pas une fermeture définitive. Si vous avez une question ou un doute ou quelque chose qui survient, vous écrivez au procureur et il vous entendra. Donc, elle m'a rassurée. Après la clôture de l'information judiciaire sur la disparition de Julie Michel, sa mère continue d'essayer de récolter des témoignages pour savoir ce qui est arrivé à sa fille. C'est alors qu'une femme se manifeste en affirmant détenir des informations capitales. J'ai pris contact avec cette dame par téléphone. Alors, il est clair qu'on a affaire à quelqu'un d'assez spécial. Il n'empêche que tout ce qu'elle déclare a une certaine cohérence. Et donc là est évoqué un jeune homme qui aurait déclaré avoir rencontré une jeune femme et avec laquelle il serait passé quelque chose de grave et qui l'aurait amené à téléphoner à des amis qui se trouvaient sur le site en Ariège avec lui. Quelque chose de très grave qui serait passé. Depuis, Betty Lefebvre demande au procureur de la République de rouvrir le dossier. Parce qu'elle donne des noms, notamment un nom, il y a un numéro de téléphone. Comme on sait qu'il y a 2000 téléphones qui ont borné lors de la disparition de ma fille, de Julie, comparons le numéro avec les 2000. La justice peut très bien avoir donné commission rogatoire ou demander aux enquêteurs de faire un minimum de vérifications et d'estimer à partir de ces vérifications qu'il n'y a plus rien à faire. Ça n'a pas été le cas. Le procureur refuse de fouiller cette piste. La seule chose qui m'a fait dire par un psychologue qu'il avait mis à ma disposition, qu'il fallait faire mon deuil. Faire le deuil de quoi? De qui? De ma fille qui a disparu. Et je sais même pas ce qu'elle est devenue. Et non. Ça, c'est pas une réponse, c'est pas la réponse que j'attends. Comment on peut envoyer balader une mère et faire comme si rien n'était, quoi. Et fermer le dossier, clôturer un dossier. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est le silence total. Et c'est insupportable. J'ai écrit, j'ai essayé de téléphoner, il n'y a rien qui n'y fait. C'est un mur. Dans sa dernière lettre, Betty Lefebvre supplie une nouvelle fois le magistrat de bien vouloir s'intéresser à ce témoignage. Monsieur le procureur, j'ai donc l'honneur de vous demander de bien vouloir réouvrir l'information clôturée
Ma demande me semble légitime, car l'on ne peut pas ignorer une piste qui pourrait constituer le point de départ de nouvelles investigations pour avancer dans la recherche des causes de la disparition de ma fille. Vous comprendrez que ce doute m'est insupportable. Je compte donc sur vous pour l'éclaircir. Je continuerai à faire toutes les démarches et trouverai les aides nécessaires pour enfin savoir. Dans l'espoir que ma demande sera entendue, je vous prie d'agréer, monsieur le procureur, mes salutations distinguées. Jean-Marc, avec le témoignage de cette femme qui dit savoir qu'un événement grave aurait eu lieu entre un jeune homme et une jeune femme en Ariège au moment de la disparition de Julie Michel, la piste de la mauvaise rencontre ressurgit. Ouais, pour moi, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable qui s'est confirmée tout au long de cette enquête. Julie Michel peut être une jeune femme vulnérable et pour 3 raisons. D'une part, elle aime bien les modes de vie non conventionnels. Ensuite, elle peut accorder sa confiance à des gens qu'elle connaît très peu. Et puis enfin, elle a l'habitude de dormir seule dans sa voiture, dans des endroits isolés. Alors tout ça fait qu'elle peut se mettre en danger sans même en avoir conscience. Alors dans son combat pour connaître la vérité, Betty Lefebvre peut compter sur le soutien d'une association, l'ARPD, l'assistance et recherche aux personnes disparues. Dans cette association, des policiers et des gendarmes à la retraite aident les familles à constituer des dossiers avec suffisamment d'éléments pour permettre la réouverture d'enquêtes sur des disparitions. Jean-Marc, qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives ? Je pense que c'est une très bonne chose, sous réserve bien sûr de la compétence et de la qualité des membres qui composent ces associations. On l'a vu bien souvent dans Non élucidé, Arnaud, la justice a tendance à clôturer rapidement ce type d'affaires. Elle ne le fait pas par négligence, elle le fait par manque de moyens, par manque de temps. La RPD, que je connais bien, est une association totalement désintéressée. Et les membres qui la composent, policiers et gendarmes à la retraite, aident et conseillent les familles de façon entièrement bénévole. Je sais, Jean-Marc, que vous connaissez bien l'ancien commissaire Philippe Foltet qui enquête sur la disparition de Julie Michel. Je crois même que vous avez travaillé avec lui. Oui, mon ami Philippe Foltet est un vrai professionnel de l'enquête. Je connais sa rigueur, son sérieux et son humanité. Et quand il dit que le témoignage de cette femme mériterait d'être vérifié, je souscris totalement à ses propos. Il serait difficilement compréhensible que la justice n'accède pas à la demande de Betty Lefebvre de vérifier les dires de ce témoin. Aujourd'hui encore plus qu'hier, socialement, il me paraît indispensable que la justice mette tout en œuvre dans ce type d'affaires pour rechercher la vérité. Vivre dans le doute, c'est vraiment quelque chose qui est très dur à vivre au quotidien parce que on n'a pas ce sentiment de clôture, on ne peut pas faire son deuil. Et du coup, ça va par vagues de « bon, ça va mieux, aujourd'hui je vais essayer de ne pas y penser », sauf qu'en fait, systématiquement, on y pense tous les jours, il y a toujours quelque chose qui nous ramène à Julie, qu'on le veuille ou non. Il m'arrive même de me lever dans la nuit et de me dire « waouh, mais ma sœur a disparu, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu lui arriver ?» Et c'est dans ces moments-là où je m'imagine vraiment